System 1 loaded. Nous sommes les IT Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles. Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre les IA. Rejoignez-nous. Rejoignez la résistance et combattez à nos côtés. Suivez-nous et soyez prêts le moment venu. Il n'est pas trop tard. À bientôt pour la prochaine transmission. Eh bien, le bonsoir. Bonsoir Osborne. Salutations distinguées. Et bonsoir SX Moraille. Salut. Et vous allez bien? Ouais, qu'on appelle ce trio. C'est un trio inédit, mais comme souvent. Ouais, avec un nouveau t-shirt, tu l'as jamais mis celui-là. Ah ouais? Très beau. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les mêmes alors que j'en ai plein, mais bon. Ouais, alors, du coup, tu voulais aborder les petits sujets de l'actualité de SX Moraille, quoi. Bah écoute, je me suis dit, tant qu'on le tient, autant ne pas le lâcher. Absolument d'accord. Je sais qu'il fait des petites choses. Qu'est-ce que tu nous fais de beau en ce moment alors? En ce moment, j'ai un projet avec donc des amis qui s'appelle Giloclass. Et en fait, ce serait un site qui ressemble un peu à RootMe, où il y a des cours, on peut en créer. Et on peut aussi peut-être faire des CTF. Ah oui, c'est pas un petit projet, quoi. Ouais, je sais, non, mais voilà. Ah bah on a le chat qui est là. J'aime bien comment tu dis ça, on a le chat. Bah, oui. Bah oui, il est là. D'ailleurs, s'il était là en vocal, il pourrait nous parler des petits projets d'IT Monkeys sur lesquels il travaille, en sous-marin. Ah, sur l'algo. C'est ça, l'algo top secret. Bah, écoute, peut-être on va pouvoir le récupérer. Le chat, si tu nous entends, sache que tu as le lien dans le salon Twitch du Discord. Mais il viendra pas, tu sais, il nous l'a déjà dit qu'il ne souhaitait il préférait participer à l'écrit, mais ou en tout cas Un soir où il est un peu chaud là. Ouais. Bah en tout cas, si tu veux transmettre les infos, n'hésite pas à les transmettre au moins à l'écrit par ici. Ouais, pour le coup, on va faire un peu plus light que la partie que tout ce que fait SX Moraille, mais du coup, on va juste essayer de faire un bot pour faire du ranking, pas grand chose, histoire de se mettre des points pour la contribution, histoire de voir effectivement qui sont les meilleurs contributeurs, tels que SX qui fait beaucoup de vidéos YouTube, qui est très efficace sur ce point, et le chat également qui travaille pas mal sur la partie Instagram, et puis toi sur la partie Twitch, tu vois, histoire de reconnaître un petit peu les vaillants. Bah après, moi, je vais essayer de plus m'appliquer sur les vidéos pour déjà essayer de monter le son, etc. Enfin, améliorer le son. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube pour voir les petites vidéos de notre ami SX Moraille Il concerne actuellement le programme de certification de l'AZ900. Donc à la fin de ce petit cumul de vidéos dans la playlist Blabla Cloud, une fois que vous aurez tout vu, vous pourriez passer la certification AZ900, j'allais dire allègrement. Et si vous avez des questions, des interrogations, des suspicions, n'hésitez pas à venir poser des questions. Le Discord est à full dispo. J'ai des questions moi monsieur, j'ai des questions. Vas-y. Mais c'est niveau en dessous AZ900, hein, c'est plus simple encore. Hein. Mais comme je sais que t'es au taquet et que tu pourras répondre du tac au tac, tout va bien. Hésite pas, vas-y. Non, c'est bon. Moi, les GPO, j'ai jamais spécialement appris ça nulle part et je me suis pas spécialement documenté encore dessus. Et il y a des trucs qui restent un peu mystérieux pour moi. Entre autres, que il y a des GPO qui s'appliquent. Enfin, il y a deux catégories dans les GPO. Il y a ordinateur et utilisateur, en gros. Ouais. Alors juste pour faire un petit topo peut-être pour que tout le monde ait le vocabulaire. Oui, pas faux. Pas la partie GPO. T'as bien fait. Ça veut dire Group Policy Object.
Alors effectivement, c'est des choses qu'on a vues à travers les cours du Instagram. Je vous remets le petit lien vers le Insta ici. Et en gros, le but du jeu, c'est tout simplement de gérer l'intégralité d'un parc informatique de manière centralisée. Donc en gros, aujourd'hui, si admettons vous avez 10 utilisateurs, 10 postes, vous voulez mettre un fond d'écran, allez, faisons un truc complètement pas dans la tendance, et mettre un fond d'écran bleu pour les garçons et un fond d'écran rose pour les filles, bah, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement que vous passiez sur chacune des sessions pour aller changer le fond d'écran de la personne. Le cas échéant, on peut faire autrement. On va pouvoir faire en sorte que nos machines rejoignent ce qu'on appelle un domaine, donc via un contrôleur de domaine, l'Active Directory par exemple. Si vous voulez voir l'installation d'un Active Directory, n'hésitez pas à passer sur YouTube. Je vous mets tous les liens, comme ça on a tout. Et en fait, vous verrez effectivement que c'est tout simplement un serveur qui va nous permettre, un serveur LDAP. En gros, c'est tout simplement un serveur sur lequel on va rejoindre, sur lequel on va donner toute autorité sur nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on joint un domaine, toute notre configuration peut être gérée par un administrateur ou par la personne qui effectivement est en charge du contrôleur de domaine, donc de l'Active Directory. Et de là, effectivement, on a des GPO. Les GPO, c'est des groupes Policy Object. C'est ce qui va nous permettre en fait de manipuler finalement l'intégralité des systèmes d'exploitation qui sont à notre charge. Par exemple, les Windows 10, Windows 8, Windows 11. Alors, ça se limite à des postes en Windows. On va pas pouvoir avoir de GPO pour la partie Linux, par exemple, ou pour un iOS. On est vraiment focus sur du Windows. Et de là, effectivement, on va pouvoir, tout ce qu'on peut paramétrer à la main sur un Windows, on va pouvoir le faire de manière centralisée. Et de là, pour reprendre vite fait, même si j'ai pas le but ultime de ta question, mais on a des GPO par user et des GPO par computer, donc ordinateur et utilisateur. Et en fait, à partir du moment où je dis, par exemple, je veux un fond d'écran bleu pour les Mings, par exemple, ou un groupe d'utilisateurs, voilà, le groupe d'utilisateurs IT Monkeys, et je veux qu'ils aient un fond d'écran bleu. Très bien. Tous ces utilisateurs, quand ils se connecteront sur une machine, que ce soit sur la machine A, B, C, D ou que sais-je, ils auront un fond d'écran bleu. Maintenant, si je me dis, ouais, c'est bien gentil, mais par exemple, sur cet ordinateur, je veux que qu'importe la personne qui se connecte, je veux que le fond d'écran soit orange. Et le cas échéant, je vais passer par une GPO ordinateur. La GPO ordinateur prendra la main sur la GPO utilisateur. Qu'importe si l'utilisateur, par exemple, j'ai dit, quand l'Emix se connecte sur tel poste, ou sur n'importe quel poste, automatiquement, je vais lui installer Outlook, par exemple. Mais, par exemple, je ne veux absolument pas que Outlook soit installé sur, par exemple, l'ordinateur de la comptabilité quand l'Emix vient. Et le cas échéant, je vais pouvoir bloquer ça via une GPO computer. Donc la GPO computer prend la main sur la GPO utilisateur dans un but de restriction. Moi, je vais devoir déco. Ok. Mais c'est dommage, ça m'intéressait. On mettra sur YouTube, tu pourras revoir ouais, ça. Cool. Je reviens demain. Salut. Ciao. Ciao. Mais oui, donc en fait, moi, ce que j'ai lu, et pour l'instant, tout ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu, c'est que les GPO ordinateurs sont chargés au démarrage de l'ordinateur et que les GPO utilisateurs sont chargés à l'ouverture de la session. Exactement. Et que donc ça a quand même aussi une influence sur éventuellement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Mais par exemple, typiquement l'histoire du fond d'écran, tu pourrais le définir à la fois en GPO utilisateur et à la fois en GPO ordinateur. Les deux existent. Ouais, je peux le mettre en ordinateur, mais par contre, le but du jeu, c'est que si je veux que ça soit propre à chaque utilisateur, en fait, j'ai pas le choix de passer par la GPO user, en fait. D'accord, ouais. Changer à l'ouverture de session sur sa session, quoi. Okay. Après, je peux le mettre effectivement sur l'ordinateur, mais une fois que je l'ai configuré sur l'ordinateur, j'aurai plus aucune variante pour les utilisateurs. Voilà. Mais qu'importe, après, si je mets des GPO user, ce sera écrasé par le... L'autre truc qui est un peu perturbant, c'est que là on parle donc des deux catégories. Alors idéalement ça aurait été bien d'avoir un écran pour le montrer, mais il y a les deux catégories entre guillemets dans lesquelles on peut mettre les règles ordinateur et les règles utilisateurs. Mais il y a aussi le ciblage. Et le ciblage, pareil, on peut cibler par utilisateur ou par groupe ou par ordinateur ou par groupe d'ordinateurs d'ailleurs. Ouais, alors on peut même aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir faire des conditions. Typiquement, je peux me dire, tiens, je veux que lorsque cet ordinateur se connecte à Paris, par exemple, que je lui mappe les imprimantes de Paris. Et lorsqu'il va être, par exemple, à Nîmes, je sais pas, que je lui mappe les imprimantes qui sont à Nîmes.
Tu vois, je vais pouvoir aussi faire des conditions comme ça en fonction, par exemple, de l'adressage IP. S'il est sur tel réseau, alors je vais faire telle condition de mappage pour, par exemple, le brancher, le connecter, lui faire un lecteur réseau sur le serveur de fichiers le plus proche et pas sur celui qui est à distance via un VPN. Par Avec des filtres WMI. exemple. Avec des filtres, exactement. On Je va souffle pouvoir ce qu'il y a marqué dans le chat. tout ça, effectivement, c'est présent directement j'allais dire dans la console ADUC, dans la console de la GPMC, la Group Policy Management Console, qui permet effectivement de faire ça très simplement. Donc Oui. effectivement, derrière, tu peux cibler de l'ordinateur, du user. Après, tu peux même mettre des conditions, comme je te disais tout à l'heure. Tu vas pouvoir cibler, si admettons, dans les profils des utilisateurs, tu as par exemple le sexe de la personne. Tu vas pouvoir dire, en fonction du sexe, je vais mettre tel ou tel profil de configuration. Bon, c'est pas du tout éthique dans une entreprise, on est d'accord. Non. Et simplement pour dire effectivement qu'on peut s'appuyer sur l'intégralité des attributs disponibles au niveau de l'utilisateur ou de l'ordinateur. Et on peut les utiliser comme paramètre d'une règle. Quand je dis une paramètre, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien. Je sais pas si on peut mettre du texte, par exemple. Bon, je crois pas qu'il y ait de GPO qui permettent, par exemple, de mettre, mettons, un texte sur un fond d'écran. Bon, je sais que c'est débile et que ça existe pas, c'est sûr. Mais admettons qu'il y ait quelque chose dans ce goût-là. Est-ce qu'on peut récupérer le nom de l'utilisateur justement pour l'utiliser? Tu vois, c'est ça l'idée en fait. Pour prendre un truc en variable. Ouais. Ouais, alors oui, typiquement par exemple pour les, on a le pourcentage username pourcentage qui est une variable qui Tout reprend simplement. le nom de l'utilisateur Ok. et qui nous permet par exemple justement dans le cadre je le disais tout à l'heure, dans le cadre des lecteurs réseau, quand tu vas faire un net use, et tu vas mettre // ton serveur de fichiers, / le partage central, / pourcentage username pourcentage, histoire d'avoir son lecteur réseau personnel. Donc ça veut dire que tu peux utiliser toutes les variables d'environnement dispo. Ok, tout simplement. Ok. En fait, concrètement, ça revient exactement à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu peux le faire sur ton ordinateur, tu peux le faire à partir de l'Active Directory. D'accord, ok. Ouais. Oui, j'ai vu que par exemple on pouvait écrire dans la base de registre, ce que j'ignorais complètement. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des GPO pour écrire dans la base de registre. Tu peux le faire à la main, tu peux le faire via l'AD. Résume-toi ça comme ça. Il y a juste pas de limite. Les GPO, il y en a vraiment un maximum. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'Active Directory et qui veulent voir un petit peu à quoi ça ressemble, vous avez une console GPMC, si vous tapez ton écran là, mais c'était juste histoire de montrer. Si tu dois pouvoir console. partager l'écran tout simplement avec En fait, partage d'écran. Par contre, Là, j'ai même pas mon arrêt. tu as des petites coupures. Ça a l'air de revenir, mais En fait, ça a l'air de revenir. donc si vous tapez juste par exemple groupe dans votre recherche, vous avez une console qui s'appelle modifier la stratégie de groupe. Vous cliquez dessus et de là effectivement vous verrez les différents paramètres à votre. Bon, moi elle se ferme automatiquement chez moi, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, qu'importe, vous pouvez le faire chez vous. Vous appuyez sur la recherche de votre ordinateur, vous tapez groupe et vous avez une console qui vous permet effectivement d'afficher les différentes stratégies qui sont à votre disposition. Et en gros, lorsque vous faites des modifications dans l'Active Directory, en fait, ça va tout simplement pousser ces modifications dans votre groupe policy local pour la modifier, afin de customiser finalement l'ordinateur local. C'est tout simplement aussi facile que ça. Ouais, mais ça peut vite devenir compliqué quand même quand tu commences à vouloir faire des trucs un peu avancés ou voire même des fois des trucs potentiellement simples. Des fois, tu te dis mais pourquoi ça s'applique pas Ouais, alors, après, pour ça, effectivement, il y a une petite commandelette qui s'appelle gpresult qui te permet de voir effectivement tout ce qui est appliqué sur ta machine. Alors après, il y a quand même une petite notion, et du coup tu vas me faire rebondir là-dessus, c'est que les GPO, je vais pas dire que c'est en train de mourir, mais ça va pas dans le sens du vent pour l'instant. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est très lié, finalement, comme je le disais tout à l'heure, au poste Windows en lui-même, et donc propre à l'Active Directory. Et l'Active Directory va pas forcément s'ouvrir finalement aux autres systèmes pour élargir finalement la gamme, puisque on avait fait ça à l'époque quand il y avait que du Windows de partout. Maintenant, effectivement, on se retrouve avec
des parcs très hétérogènes, hein, avec le BIOD, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, avec les utilisateurs qui viennent avec leur propre téléphone. Donc voilà, on se retrouve avec de l'iOS, de l'Android, et effectivement, tous ces postes, potentiellement, ils ont accès quand même au système d'information, et il faut pouvoir les manager. Et donc du coup, avec des GPO, on n'a aucun moyen de sécuriser ces postes qui ont été ramenés finalement par l'utilisateur. Et c'est de là, en fait, qu'on est passé sur un autre paradigme, puisque, alors, important également sur les GPO à noter, c'est que les GPO, tu es obligé d'avoir un contact avec ton contrôleur de domaine. C'est lui qui va pousser les GPO à tes postes. Mais ça marche pas à travers Internet. Donc il te faut au moins un VPN pour avoir une communication directe d'IP privé à IP privé avec le contrôleur de domaine. Aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, tu regardes, aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, où tout le monde a fait du travail à la maison un petit peu dans tous les sens, si tu prenais ton ordinateur et que tu allais à la maison, tes GPO, tu les retrouvais pas forcément, puisque tu n'avais pas forcément l'infrastructure VPN qui était mise en place. Les gens partent de plus en plus vers le cloud, donc ils se sont dit, finalement, on n'a pas besoin de VPN, de quoi que ce soit. Bon, je suis sur le cloud, je peux travailler, c'est bien, mais j'ai aucune communication avec mon Active Directory. Et donc, du coup, je reçois plus mes nouvelles GPO, si, admettons, il y a des modifications à faire. Et donc, c'est de là où, finalement, on a un peu transvasé, et tous les éditeurs se sont mis d'accord pour travailler avec ce qu'on appelle des MDM, des Mobile Device Management Manager, en fonction de la formulation. Et en gros, c'est tout simplement que tous les systèmes d'exploitation aujourd'hui, donc de Windows 11 à iOS en passant par Android, ont un petit module MDM intégré. Tous les systèmes d'exploitation récents ont un MDM. Et ce MDM, en fait, il suffit simplement de le configurer et de dire avec quel logiciel de management tu veux travailler. Alors, par exemple, sur iOS, de base, il est branché chez Apple. Mais en fait, on va pouvoir complètement changer ça pour le brancher, par exemple, chez Microsoft, notre MDM s'appelle Intune, et à pas confondre avec iTunes, c'est Intune. Et on va pouvoir effectivement se brancher là-dessus. C'est parce qu'il fait rentrer l'argent qu'il s'appelle Intune? Peut-être, on va savoir. Je n'ai pas tous les fondements de cette recherche de nom. Et effectivement, du coup, Intune, en fait, c'est tout simplement un MDM qui va nous permettre, en fait, d'exploiter les différentes ouvertures qu'on a mis à disposition via cette petite, prise MDM qui sont dans les systèmes d'exploitation. Donc dans Windows, on a notre petit MDM, dans iOS, notre petit MDM, dans Android, notre petit MDM. Et cette petite ouverture, en fait, l'éditeur dit qu'est-ce que le MDM est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de changer le fond d'écran? Est-ce qu'il est capable de rajouter des applications? Est-ce qu'il est capable de configurer le VPN? Oui, non. C'est vraiment l'éditeur du système d'exploitation qui ouvre ces possibilités aux fabricants, aux éditeurs de MDM. Et après, à toi de te brancher au MDM que tu veux. Mais tous les MDM de la planète sont restreints, non pas plus, il n'y en a pas un qui a plus de possibilités qu'un autre. C'est vraiment l'éditeur qui a mis finalement les limites du MDM. Et donc du coup, par exemple, sur Intune, avec Intune, donc qui est un service disponible dans Azure, on va pouvoir donc du coup gérer, comme je disais, du Android, du Windows, et tout ce qui ressemble finalement à un périphérique mobile client, parce que ça fait pas le serveur pour le moment. Et du coup, on se retrouve finalement entre guillemets avec des limitations par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec des GPO, parce que les GPO, comme je te l'ai dit, c'est porte ouverte à tout, open bar, on est complètement administrateur de la machine, on peut tout configurer. Là, on a un peu plus de limitations. Alors après, il y a des petites feintes. Par exemple, chez nous, dans le cadre des postes qui sont liés complètement à l'entreprise et qui ne sont pas des ordinateurs ou des postes perso, on s'autorise un petit peu plus de choses. Typiquement, on va pouvoir pousser des scripts PowerShell, par exemple. Et également, il y a une nouvelle feature là, qui est en preview, là, qui va pas tarder à sortir. On va permettre de pomper, de scanner l'intégralité des GPO déjà existantes sur ton Active Directory pour les transformer en règles, en policy Intune, pour que Intune puisse refaire finalement exactement la même chose. Mais ça, encore une fois, sur des postes qui sont complètement managés par l'entreprise et pas sur un poste perso. Et d'ailleurs, on entend, tu t'arrêtes pas de dire Azure AD c'est gratuit, mais Azure AD c'est pas AD. Quelle est la différence du coup entre Azure AD et Azure et AD et tout? Ouais. Alors ça c'est important. En fait, quand on fait pour ceux qui ont déjà installé un Active Directory, en fait, vous n'avez pas installé un Active Directory. Vous avez installé un Active Directory Domain Services. Oui, ADDS. Exactement, ADDS. C'est un service qui gère tout simplement la notion de domaine. La notion de domaine, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite quand même à regarder les vidéos YouTube, puisque vous verrez vraiment concrètement à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une entité logique qu'on va rejoindre.
C'est un peu comme, voilà, moi je m'appelle Michael Osborne et toutes mes parents, voilà, il y a Michel Osborne, ma mère Christine Osborne, machin. Et en fait, Osborne, c'est quoi? Bah, ça va être notre nom de famille. C'est une entité logique qui nous regroupe comme étant de la même famille. Et de là, effectivement, ma mère a complètement autorité sur moi. Voilà. Et, donc ma mère, c'est l'Active Directory. Et moi, je suis simplement un poste mobile fabriqué à l'arrache. Voilà, ça c'est simplement pour vous mettre la notion de domaine. La notion de domaine, c'est vraiment quelque chose qui vous fait appartenir à un groupe avec des différentes strates de régulation, de stratégie, de conformité et autres. Tout ça géré par l'Active Directory. Et donc du coup, un Active Directory, ça gère absolument tout. Je vous l'ai dit, les utilisateurs, donc un utilisateur, au lieu de rentrer, par exemple, si vous avez 1000 utilisateurs et vous avez 1000 postes et que les 1000 utilisateurs doivent pouvoir se connecter sur les 1000 postes, bah, vous n'allez pas créer 1000 users sur chacun des 1000 postes. Ça va être hyper long. On va plutôt faire un truc, c'est créer les 1000 utilisateurs directement dans notre ADDS. Et de là, bah, tous ces utilisateurs pourront se connecter sur l'intégralité des 1000 postes. C'est quand même vachement plus simple. Donc l'AD, ça sert à ça, à centraliser les utilisateurs, à centraliser toute la stratégie de configuration, aussi bien liée à l'utilisateur qu'à l'ordinateur, comme on le disait tout à l'heure. De là, on s'appuie pour requêter, pour voir ce qui se passe dans l'arborescence de l'Active Directory. On fait ce qu'on appelle, on utilise le protocole LDAP. Le LDAP, c'est tout simplement une arborescence qu'on va pouvoir parcourir, sur lequel on va faire des requêtes, c'est des requêtes LDAP, pour interroger l'annuaire, et c'est l'Active Directory, l'annuaire, et pour pouvoir en tirer des informations. Donc dites-vous que c'est à peu près comme du SQL, quand vous faites un select étoile from une table pour en sortir des données. Bon bah là ça va être un petit peu pareil avec voilà, je veux des trucs user, je veux l'utilisateur Michael par exemple. Donc de là, on a cette notion d'Active Directory qui gère tout notre parc, donc du coup à la maison si je puis dire. Et maintenant on a la partie Azure Active Directory. Donc l'Azure Active Directory, c'est un peu pareil, mais pas vraiment, parce qu'on n'a pas la notion de domaine service derrière. On a juste Active Directory. Donc en gros, il n'y a aucune notion de domaine, il n'y a aucune notion de GPO, il n'y a aucune notion de, j'allais dire, configuration du poste à quelque instant que ce soit. La seule chose que fait l'Azure Active Directory, c'est l'authentification et l'identification des utilisateurs. Donc en gros, on va tout simplement créer nos utilisateurs, on va pouvoir mettre des stratégies là-dessus, on verra ça par la suite, mais il s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a aucune notion de propager de la stratégie ou de communiquer avec quoi que ce soit d'autre. Il gère l'authentification et l'identification. Alors, en gros, c'est un Active Directory qui contiendrait juste la partie Directory, et la partie Intune que tu décrivais après vient en complément, mais c'est vraiment maintenant séparé en deux. Exactement. Pour le dire simplement, c'est ça. En fait, l'Azure Active Directory gère simplement les users. Si on veut gérer les ordinateurs, on va rajouter Intune derrière. Pour mettre des stratégies, en fait. Dis-toi que Intune, c'est l'équivalent des GPO. Oui, c'est ça. On rajoute sur Azure AD. Oui, bah après, ça va plus loin parce que... Enfin, ça va plus loin parce que... Mais c'est le même principe, quoi. Ouais. Alors maintenant, il faut quand même intégrer une petite chose, c'est qu'on a la notion de Azure AD Join. Donc la notion de Azure AD Join, c'est tout simplement comme on joint un domaine Active Directory tout à fait classique. En fait, là, on va pouvoir joindre l'Azure Active Directory. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les utilisateurs de l'Azure Active Directory pourront se connecter sur cette machine. Ça s'arrête là. Comme j'ai dit, il n'y a pas de configuration ou quoi que ce soit. La première personne qui fait un Azure AD Join est forcément administrateur de sa machine. Et toutes les autres personnes qui se connecteront sur cette machine, les personnes de l'Azure Active Directory, seront simples utilisateurs. Après, il y a des techniques pour faire en sorte que, effectivement, le premier utilisateur qui fait le join ne soit pas administrateur. Et ça, on va rentrer dans d'autres notions d'autopilote qu'on gardera pour une autre fois. Mais c'est plus clair, c'est plus clair. Donc du coup, l'Azure Active Directory, en fait, il faut bien se dire, ce n'est pas un serveur LDAP, d'accord ? On est sur des protocoles d'authentification modernes qui permettent justement d'ouvrir une session à distance à travers le WAN, chose qui n'est pas forcément faisable avec un Active Directory qui serait à distance et avec lequel qu'on va pas ouvrir sur Internet. L'Active Directory, c'est vraiment quelque chose qu'on protège à la maison et qui a aucune communication avec le net, quoi. Et d'ailleurs, l'Azure AD, on peut accéder en LDAPS du coup à l'Azure AD si on a besoin? Non, l'Azure AD n'a pas de LDAP, donc pas de LDAPS non plus. Donc, mais il expose quand même des
Des services du type OAuth ou autre Ouais, si on en a besoin? Absolument, Ok. Mais j'imagine Absolument. que OAuth et SAML, exactement. et c'est tout? Bah, après, on fait du ADAL, enfin, c'est les protocoles d'authentification modernes pour les postes Windows, mais effectivement, pour l'ouverture, si je puis dire, c'est principalement OAuth. Et derrière, juste à noter, également, c'est super, quand même relativement important, c'est que l'intégralité des utilisateurs qu'on va provisionner au niveau de l'Azure Active Directory, en fait, ces utilisateurs auront de base, de la même sorte, de la même façon qu'à la maison, on peut avoir des serveurs, par exemple un serveur SharePoint, un serveur de fichiers qui est lié à notre Active Directory. C'est mieux pour pouvoir mettre des permissions sur des répertoires, tout ça, de manière centralisée toujours. L'Azure AD, en fait, c'est le centre d'authentification, non pas juste de tes postes, comme on a vu là, mais également de tous les services cloud qu'on met à dispo. Donc, quand tu crées un utilisateur Linux dans l'Azure AD, derrière, tu vas pouvoir lui donner les droits sur le SharePoint, sur Teams, sur Power BI et finalement sur l'intégralité des services cloud de Microsoft qu'on met à disposition. C'est le centre névralgique de l'identité et de l'authentification. Ok, c'est clair pour moi. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde et s'il y avait des gens qui avaient des questions. Bon, en tout cas, c'est un poil plus clair pour moi. Il y a quelqu'un qui dit que Thomas attend dans le Discord. Oui, mais je lui ai déjà répondu par message privé, par hirondelle et autres signaux de fumée. Mais je peux pas faire plus là, je vais envoyer un peu partout, donc je peux pas aller plus loin. Mais voilà, pour ceux qui ont absolument rien compris à tout ce qu'on a dit, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Si on répond pas forcément là, sachez que le Discord est là pour vous, on est relativement actif. Et de la même façon, pensez à regarder les vidéos Blabla Cloud, il y a pas mal de choses qui viennent là-dedans pour démystifier finalement toutes les technologies autour du cloud. Parce qu'on est plus sur le Discord, hein. Enfin on est sur le Discord pour pas mal de choses, mais plus pour les streams. Ah là, c'est mieux. Bonsoir. Est-ce que Thomas, tu nous entends? Allô. Oui, on t'entend maintenant. Oui, effectivement. Bon, Ça va bien? ça va et toi? Oui. Quand vous voulez, pour vos deux. Bah Oui, ouais, je sais pas, tu t'en sers dans quel cadre toi? En tant que plutôt que dev, en tant que système ou des deux côtés En fait, moi, je m'en sers dans le cadre de mon boulot parce que j'ai créé un service qui fournit le service O2. D'accord. Donc, je maîtrise les différents flows parce que j'ai dû à la base créer un service qui fournit un token d'accès. Mhm. Parce que là où j'étais, on n'avait pas forcément de budget ou on n'avait pas forcément la connaissance, donc on a pris la RFC, on a loué la RFC, donc c'est un truc qui définit comment ça doit fonctionner, et on a commencé à partir de ça et on a créé un programme qui fait le serveur. Et après j'ai découvert que Azure le fait, d'autres outils le font, et maintenant ça devient on appelle ça plutôt un protocole d'authentification moderne. Quand on regarde l'authent Windows qui n'est pas moderne, c'est marrant. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. C'est vrai qu'on a fait quand même pas mal d'évolutions depuis le NTLM, le Kerberos, tout ça. Et le problème, c'est que plus la taille de la société devient grande, plus vous aurez globalement de l'authent Windows partout. Parce que c'est intégré, parce que vous avez de l'AD partout. Tout le monde veut l'utiliser parce que c'est facile. Mais plus vous risquez d'avoir des problèmes. Par exemple, sans citer le nom du client, vous pouvez avoir un client qui a 20 domaines avec du trust de tous les côtés. Donc déjà, c'est très compliqué, avec plusieurs millions d'utilisateurs. Et tout de suite, le debug Kerberos, c'est devient très compliqué. J'ai dû passer facile 3-4 semaines sur des problèmes de chiffrement, par exemple. Ou le fait que le trust n'était pas autorisé, donc ça passe pas. Donc vous passez votre temps avec du Wireshark à analyser les trames réseau, savoir pourquoi ça passe pas, quoi. Ah oui, donc tu maîtrises très 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 bien cette partie-là. Ok, je vois. Voilà. Et la partie O2 est vraiment beaucoup plus simple parce que ça passe que par du HTTPS. On peut le faire passer par du HTTP aussi, bien entendu, mais il faut mieux faire passer par du HTTPS et tout se fait via des trames web au final. Une fois qu'on connaît le workflow d'authentification, c'est assez simple au final.
D'accord. Je Et, te donne un exemple. Oui. et donc, pour quelqu'un qui voudrait développer une appli, parce qu'en fait, le fond de ma question, c'est ça. T'es développeur d'application, je sais pas, tu développes ton petit portail de celui d'Exis Moride, par exemple, tout à l'heure, mais tu veux pas avoir à gérer ta base d'utilisateurs, tu préfères qu'elle soit... Enfin, tu veux pas avoir à regérer plutôt une base d'utilisateurs, parce Tout à que fait. soit t'en as déjà une ailleurs, soit pour X raison, tu veux t'appuyer sur la base d'utilisateurs de X, Y, Z, peu importe. Tout à fait. Euh, Alors, tu as plusieurs choix. Ça dépend l'use case. Est-ce que tu veux dépendre d'Azure ou pas? Parce que Azure, à savoir, Moi, je veux peut créer jamais des dépendre appli- d'Azure. C'est simple. Ouais, mais c'est pratique Azure. On peut créer une application dans Azure qui nous permet de nous fournir directement le service au OAuth 2. Donc, on peut mettre des claims. Donc, ce sont des clés valeurs pour dire est-ce que tu as le droit, t'as pas le droit, ton nom, ton prénom, ton sexe et tout. On peut mettre tout ce qu'on veut au final. Ça reste une clé valeur. Ou sinon, tu peux te l'héberger toi-même. Et là, t'héberger toi-même, tu as plusieurs solutions. Alors, j'en ai deux en tête qui sont open source. Tu as Identity4, qui est une solution en .NET. Donc, il y a un GitHub et tout ça, il y a de la doc. Il y a une version aussi payante à côté. Et après, nous, on utilise plutôt Keycloak, qui est une solution en Java propulsée par Red Hat, qui est aussi open source. Mais par contre, pas de partie payante, ce qui peut poser problème en entreprise généralement par des supports. Et les deux permettent de se plugger voilà, alors le Identity4 plus compliqué parce qu'il faut être un peu dev. Keycloak, on peut le plugger nativement en LDAP par exemple, ou gérer sa propre base, ou vraiment créer ses propres connecteurs pour accéder à une base de données qui contient ta liste d'utilisateurs. Alors la question était dans l'autre sens en fait. C'est je suis développeur d'application justement et je veux interfacer mon appli. Et c'était dans Alors, l'autre sens. c'est simple, d'accord, donc côté dev, c'est aussi simple parce que vu que c'est un protocole d'attente assez basique, enfin simple maintenant, puisque tout est ultra documenté, sur chacun des langages, que ce soit Python, Java, C#, VBNet même, et bah tu as des extensions en fait. Par exemple, moi je connais C# parce que je fais ça toute la journée. Tu as une extension où tu ajoutes l'attente bearer, donc l'attente de ce truc-là. Et en gros, tu donnes le endpoint d'autorité. Tu donnes l'endpoint d'autorité. Donc dans l'appli, pouf, elle s'interface automatiquement avec le provider d'identité. Par contre, il faut configurer quelque chose dans le provider d'identité pour dire je suis bien application XYZ. Oui, puis j'imagine qu'il doit y avoir possibilité d'être un peu plus fin. Enfin, plutôt, après les droits applicatifs, ils se gèrent plutôt au niveau du fournisseur d'identité ou plutôt au niveau de l'appli du coup? Alors, généralement, le fournisseur d'identité ne fait que fournir une identité. D'accord. Il peut fournir des rôles, des scopes, tout un tas de matériel qui te permettent d'affiner ce qu'a le droit à l'utilisateur. Et en gros, ça va créer, on appelle ça un token JWT. Donc c'est un token tu peux le lire, tout le monde peut le lire. Par contre, il est signé. Donc c'est pour ça qu'on peut te le donner en tant qu'user. Tu le récupères et après tu l'envoies à ton application XYZ. D'accord. L'application va lire le token, elle va dire alors il s'appelle Jean-Pierre, il a tel rôle, il a tel scope. Ah, il est admin, ok, je t'autorise. Après, tu as plein de règles de sécurité que tu peux mettre en plus derrière. Par exemple, est-ce que le token il est destiné à moi ou l'application BW? Tu peux même aller à ce niveau-là. Est-ce que ce token je peux le réutiliser pour l'envoyer à quelqu'un d'autre? Parce qu'on veut faire du double hop, qu'on appelle ça en Kerberos. Et bah, que JWT c'est natif. T'as plein de trucs comme ça, mais c'est assez simple. Vraiment, faut juste s'y mettre. On peut même en faire avec du Discord pour info. Alors c'est un peu plus touchy en Discord parce qu'ils sont pas au OAuth2 ni en OpenID Connect. Ce sont c'est les protocoles qui sont basés sur OAuth2. Mais Discord est en OAuth tout court. Et après en bidouille un peu, on peut faire une autre Discord sur une application. Ça peut être marrant aussi. Gmail, Facebook. Ah oui, LinkedIn. je sais qu'ils le font tous et que d'ailleurs j'imagine que ça fait en partie parce que là on annonce la fin des mots de passe. Je pense que dans l'histoire c'est un peu ça l'idée quoi. C'est un peu l'idée d'avoir une seule identité et en plus une seule identité gérée par ton entreprise. C'est de créer tes comptes dans chacune de tes petites applications. Bah nous c'est ce qu'on fait, mais on le fait avec de l'Active Directory et un bot LDAP derrière, ce qui revient au même, à part qu'on s'authentifie, on ressaisit l'utilisateur mot de passe à chaque fois, mais sur le principe on n'a bien qu'une seule identité. Pour revenir sur le sujet de Keycloak,
donc l'outil que je te parle tout à l'heure. Ouais, En je fait, connais. tu le plugs à l'AD directement. Donc tu peux, avec des mappeurs, tu peux dire passe-moi tous les groupes de la personne. Et en fonction des groupes, tu peux mettre des ACL, en fonction des groupes, je te donne tel rôle. Ou sinon, je fais juste un passe-plat, je récupère les groupes AD, je te les injecte dans le token, et comme ça, ton appel le récupère. Bah, c'est super donc- intéressant. Je sais pas si d'autres personnes sont intéressées, mais moi en tout cas à l'occasion, je suis bien chaud pour monter un kicklock et de faire un petit truc ensemble où tu nous fais un espèce de tuto interactif sur Kicklock. Si tu veux, en plus, j'ai même, j'en ai déjà monté, j'en ai monté un, c'est mon lab, et j'ai même la conf que j'utilise sur GitHub. Ah bah parfait. Bah tiens, on la partagera sur le Discord et moi ça m'intéresse en tout cas. Donc d'ailleurs je vous invite tous ceux qui ne seraient pas déjà sur le Discord, ce qui est peu probable, à part ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube, à nous rejoindre sur Discord. J'essaierai de penser à mettre le lien parce que c'est vrai que dans le sur ce qu'on repose sur YouTube on met pas forcément le lien du Discord, j'y pense pas. Je le mettrai en description dans Ouais, ce cas-là. on le mettra dans la description, ça marche. Bah, super, merci en tout cas, c'est super intéressant ces sujets de discussion. Mais après, j'imagine que pour pas mal de gens, c'est un peu très obscur. Moi, je vois bien de quoi tu parles, mais je pense qu'il y a certaines personnes. Je t'avoue que quand je suis arrivé chez mon client et je voyais que toutes les applis internes étaient développées en Windows et j'ai eu que des merdes avec ça, j'ai essayé de passer sur ce truc-là, et j'ai mis quand même 4 mois à comprendre comment ça fonctionnait. Mais après, nous, on voulait créer un serveur. On voulait aller plus loin. Par contre, si tu veux juste l'implémenter en tant que dev, ouais, en 2-3 jours, t'as chopé les trucs. Et pourquoi vous avez recréé un serveur alors que vous auriez par exemple pu utiliser Kicklock ou par exemple utiliser Identity Provider ou autre chose? Alors, Azure, là où je suis, on n'a pas accès. Parce que c'est très politique. Quand tu es dans une grosse boîte, c'est très compliqué d'être dans du Azure et il faut que ce soit validé par la sécurité X, Y, Z. Même dans une petite, je te rassure. Dis-toi, pour avoir des accès dans la GraphAPI, on a mis 7 mois. D'accord. Ouais. Voilà, il faut être patient. Voilà, et on n'est même pas au point d'aller utiliser Azure pour faire l'autente. Voilà. Après, l'outil Identity4, je l'ai regardé, je l'ai testé. Le problème, c'est que ça ne gère pas tous les use cases qu'on a, qui sont par exemple l'autente Windows, l'autente via certificat à la fois, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut choisir. Tu as un portail d'autante et tu choisis lequel que tu veux, voire même créer une troisième autente alternative qui peut être par exemple relier une base de données ou whatever. Via un jeton d'authentification, tu peux vraiment créer plein mal de trucs. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, on va le développer. Donc je l'ai développé pendant 6 mois. J'ai quand même perdu du temps. Je l'ai jeté à la poubelle parce que je suis passé sur Kicklock. Mais j'ai gardé l'expérience des 6 mois. Ah oui, c'était pas perdu au sens où maintenant tu maîtrises parfaitement toute la chaîne. C'est ça. Mais oui. Voilà, et après j'ai aussi formé mes collègues et maintenant ils sont tous autonomes sur la techno. Et donc on peut aussi, j'imagine, faire derrière de la double authentification. En fait, la double authente, elle se fait pas sur le provider généralement. Tu peux en faire, mais par exemple, si tu connectes Kicklock à Azure par exemple, pour avoir une gestion d'identité fédérée, et ben en fait tu peux te servir de Azure pour faire le MFA par exemple. Après le MFA généralement tu le fais pour éviter que ton contexte utilisateur soit utilisé sur le domaine public. Oui, en interne tu t'en fiches un peu généralement. Oui, non, bien sûr, il faut pas non plus virer dans toute la parano possible, mais effectivement. Voilà, mais oui. Oui, non, mais vas-y, finis. Non, j'ai fini. Ah ok, c'était simplement pour dire, puisque tout à l'heure tu me posais la question, tu sais, sur est-ce qu'on peut faire du LDAP avec l'Azure AD, donc effectivement la réponse est non. Et d'ailleurs, il y a pas mal il y a une petite notion qui est sympathique, c'est qu'une fois que tu as mis tous tes utilisateurs en Azure AD Join, donc qui sont complètement dépendants de l'Azure Active Directory pour l'authentification, que tu as mis de l'Intune pour gérer complètement ton parc informatique, tout est absolument génial, le client est complètement dans le cloud, et là il te dit ouais c'est cool mais mon photocopieur. Quoi ton photocopieur? Il a un SMB. mon photocopieur, moi les gens ils s'authentifient dessus. Et par contre ils supportent que le LDAP et le LDAP-S. Ah ouais c'est cool ouais, mais sauf que du coup Azure AD non. Donc du coup la petite fin de là-dessus, puisque histoire de finir quand même l'histoire de l'identité sur la partie Azure, on a un module qui s'appelle Azure AD,
Connect. DS. L'Azure Active Directory Domain Services. En Ah gros, oui. on pourra parler d'Azure AD Connect, mais là, je suis parti dans le mode, on est en full cloud, il n'y a plus de... Ah, c'est le AD géré par Microsoft. C'est l'AD DS géré par Microsoft. Et en gros, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'intégralité des informations de l'Azure Active Directory reste le point central, lui va synchroniser les identités dans l'Azure Active Directory Domain Services. Et de là, de ton point de vue, ça peut être vu comme un Active Directory tout à fait classique, si je puis dire, sans rentrer dans les détails ce soir, qui permettra effectivement d'avoir du LDAP et du LDAP-S. Le LDAP-S pouvant être fait over the one, donc à travers Internet, et ce qui permet d'avoir une authentification sur ton photocopieur sans pour autant mettre un VPN juste pour ton photocopieur qui est à la maison, quoi. Et le petit bonus, c'est que bon, on n'est pas global admin, on est juste admin standard du DS. Disons que oui, effectivement, tu vas pas pouvoir Modifier le schéma, par Ouais, exemple, c'est on ça, n'a pas le droit. tu ne vas pouvoir absolument rien faire, à part, effectivement, tu as des GPO, hein, tout à fait classiques. Tu vas pouvoir... Alors, toute l'administration se fait via les RSAT, donc les outils d'administration à distance qui sont à disposition sur Windows Server / Windows 11. Et en gros, tu vas pouvoir administrer la partie DNS, puisque tu as un DNS, les petites GPO via ta console GPMC. Et puis, c'est à peu près tout. Ah si, maintenant, tu peux aussi faire de la relation d'approbation unidirectionnelle. Donc si, admettons, tu as un Active Directory avec des utilisateurs que tu n'as pas forcément envie de synchroniser avec l'Azure Active Directory, potentiellement, et tu as des postes qui sont sur ton Azure ADDS, et en fait, tu vas pouvoir t'authentifier avec les utilisateurs qui sont à la maison, sur ton AD, sans pour autant que ces utilisateurs soient présents côté cloud. Et en termes de pricing, c'est quoi? C'est $94 de 25 utilisateurs à 25 000 utilisateurs. Ça va. Donc concrètement... Pour 25 000, ça vaut le coup en tout cas. Alors, si tu as 25 000 utilisateurs, c'est cool, puisque tu rentabilises bien le truc. Si tu n'en as que 2, c'est con, tu payes le même prix que les 25 000. Et dès que tu passes à 25 001, tu passes au forfait de-dessus, quoi. Mais voilà, c'est un tarif par mois. Après, le ratio par rapport à avoir, puisqu'il faut quand même considérer que le truc est hautement disponible, tout ça, si, admettons, tu veux refaire la même chose, finalement, il te faudrait 2 VM, quand bien même tu les héberges sur Azure avec des petits formats, bon, au final, ça te revient quand même à un prix, tu vas Beaucoup plus cher. rapidement le prix proposé, surtout que derrière, effectivement, vu qu'il est managé par Microsoft, t'as absolument rien à faire, t'es sûr que tu n'auras pas de soucis. Et en plus, tes deux VM, généralement, tu le mets sur 2 sites différents. Donc, entre 2 sites, tu mets un VPN, donc tu rajoutes un coût. Il faut payer le TECO, il faut payer l'allocation du serveur, il faut payer là où il est hébergé, l'électricité, le réseau, l'internet. Voilà, ça fait le résumé, quoi. Mais effectivement, par contre, après, en fonction des différents besoins, typiquement, tu vas pas mettre l'intégralité de tes postes utilisateurs clients sur l'Azure ADDS, parce qu'on considère qu'effectivement, dans les best practices, d'avoir un contrôleur de domaine au plus proche des utilisateurs, c'est toujours mieux. Et dans un ADDS, il me semble, si c'est pas de conneries, normalement les mots de passe user ne sont pas stockés. Dans l'ADDS ou l'Azure ADDS? Azure Active Directory Domain Services. Azure ADDS. Alors si, pour le coup, ils y sont. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que pour reprendre le schéma complètement plein, si je puis dire, tu as ton Active Directory. Donc ton Active Directory, il est à la maison. Tu as tes petits mots de passe qui sont chiffrés, qui sont hachés en MD4. Tu es super content. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre un logiciel qui s'appelle Azure AD Connect. Azure AD Connect, il a pour vocation à faire la synchronisation des utilisateurs / des ordinateurs en fonction de la configuration qu'on va mettre, et il va être capable de reprendre le mot de passe, mais le hash du mot de passe. Donc en fait, il va être haché plein de fois de manière différente pour qu'effectivement il soit compréhensible à la fin que par l'Azure Active Directory. L'Azure Active Directory ne comprend pas le MD4, il va avoir un format de chiffrement beaucoup plus évolué, puisque c'est des couches de hachage qui se superposent. On fera une fiche sur le sujet pour avoir tout le détail. Et en gros, quand tu vas activer Azure Active Directory Domain Services,
Bah, en fait, lui, il va synchroniser tout ça dans l'Azure AD Domain Services. On est content, sauf que le mot de passe haché qui est disponible dans l'Azure AD n'est pas compréhensible par un Active Directory tout à fait classique. Donc du coup, lui, il le comprend pas, il peut pas le reprendre. Et c'est pour ça que il faudra changer ton mot de passe une fois au niveau de ton Active Directory pour qu'on reprenne ce hash de départ et qu'on le module différemment pour qu'il soit compréhensible par l'Azure Active Directory Domain Services. Mais en gros, c'est comme s'il y avait deux hashes de mot de passe qui étaient envoyés, un à l'Azure AD et un autre à l'Azure Active Directory Domain Services. Et partant de là, effectivement, il y a une compréhension qui est faite, sans rentrer dans le détail, qui fera que l'Azure AD pourra synchroniser tout ça proprement. Mais ouais, de base, en fait, il est infoutu pour reprendre directement les mots de passe de l'Azure AD. Il faut avoir une modification de fait pour qu'on puisse effectivement reprendre le mot de passe de base et le hasher différemment pour le donner à l'Azure AD DS. Mais si, du coup, pour répondre à ta question, si quand même les hashes de mots de passe sont quand même stockés dans le domaine service. D'accord. Parce que je pensais que ça allait fonctionner comme l'AD read only, où dès que quelqu'un fait une attente dessus, bah, en fait, ça délègue le temps sur un autre contrôleur. Mais non. Ouais, alors pas vraiment, puisque. Bah, alors oui, tu as raison. Alors là, on parle des read-only domain controller, et RODC. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le hash du mot de passe, à la fin, il est quand même stocké sur le RODC, mais dans la RAM. Ce qui fait que si, admettons, le RODC, tu le piques, tu veux le voler le disque ou quoi que ce soit, il y a zéro information sur le disque dur. Dès lors qu'il aura plus d'électricité, l'intégralité des informations en cache, finalement, sont supprimées. Sont dans la RAM. À moins d'arriver avec un seau d'azote liquide et de figer la RAM. Ouais, voilà. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait à mon taf. Et ça a marché? Oui. Putain. Non mais c'est des malades où je suis. Oui, ça a l'air. Effectivement, Genre- déjà pour avoir de l'azote liquide, je ne sais pas comment tu fais pour t'en procurer. Par exemple, la transmission d'informations via les haut-parleurs. D'accord. Ah oui, effectivement. Ils sont un peu fous par là-bas. Ok, là tu m'as séché là. Bah, en gros, tu envoies du binaire via tes haut-parleurs, via des infrasons que tu ne peux pas entendre. Et le micro à côté peut les entendre. Donc il récupère les données exfiltrées. Putain, c'est beau. Ok. C'est super intéressant, faudra que je On regarde est ça. sur une autre planète, je crois. De ouf, on a décollé en 2-2. Bienvenue dans le monde bancaire. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, juste pour finaliser avec le truc, effectivement, par rapport à ce que je disais avec l'Azure ADDS, du coup, on ne conseille pas de mettre des postes clients dessus, parce qu'effectivement, c'est trop loin. Enfin, s'il y a une coupure ou quoi que ce soit, effectivement, tu n'auras plus accès à ton contrôleur de domaine. Et malheureusement, aujourd'hui, tu n'es pas capable de travailler avec un Active Directory qui j'allais dire, rejoindre un domaine qui serait déjà existant chez toi, ou avoir un RODC que tu mettrais justement à disposition localement. Donc en gros, l'Azure ADDS, on le recommande très vivement uniquement pour les machines qui sont sur Azure. Donc tout ce qui est Azure Virtual Desktop, Windows 365 et puis tous les serveurs que tu mettrais en IaaS, quoi. Et quitte à choisir d'aller dans Azure, autant utiliser Azure. Pour le tente. Absolument. Voilà. Oui, ça paraît logique, ouais. Surtout que pour une petite PME, c'est gratuit. Mm. Voilà, Ouais. on n'a pas de licence à avoir, sauf si on veut récupérer par exemple les licences BitLocker, les clés de chiffrement BitLocker, ces trucs à la con. Mais bon, Mais, Non, bon. l'Azure AD, ça reste quand même un super service gratuit pour l'authentification. Mais il y a- quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. pas forcément, parce que Non, bah, là, pas t'es forcément. sur un contrat entreprise en fait. Je sais bien. Ça n'empêche Non, que si vraiment le gouvernement américain décide, ils peuvent avoir accès à toutes les informations nécessaires. Alors certes, il leur faudra peut-être une procédure, il faudra peut-être quelque chose, mais ils pourront y avoir accès. Ça reste encore assez flou comme sujet, parce que malgré que tes données, ils te disent oui, les données sont en France. Alors, On a- il y a un petit point, effectivement, les données, l'intégralité des données restent en France. Il y a juste une chose qui ne reste pas en France, effectivement, c'est les données au niveau de l'Azure Active Directory. Mm. Parce que dans la logique qui a été faite pour pouvoir tout reprendre, si admettons il y avait un gros crash interplanétaire, effectivement, il y a beaucoup de choses qui. Il n'y a que l'Azure AD qui est retransmis côté US, quoi. Oui, parce que tout le monde sait que si tout explose, les États-Unis ne mourront pas. Attends, je dis ça pour rigoler parce que quand même tous les films catastrophes, c'est quand même toujours les États-Unis dans lesquels il se passe des choses incroyables. Hein. Donc C'est vrai que chez nous, c'est plus tranquille. Hein.
Voilà, et puis chez nous, pour suivre l'actualité récente, on se balade pas tous avec des armes et il n'y a pas une fusillade une fois par semaine n'importe où. Hein. Chez nous, on a juste des data centers qui se mettent à faire du water cooling. Je parle d'OVH. Non, Voilà, d'abord ils s'enflamment un peu avant de faire Oui, du water cooling. Ah ouais, après, on peut rebondir sur l'actualité aussi un tout petit peu. Faudrait juste que Macron il arrête de chauffer Poutine et Oui, tout à fait. Ouais, je crois qu'il y en a un qui le chauffe plus que lui. Hein. Il est plutôt côté US, hein. Mais bon, effectivement, c'est un autre sujet. Et la partie Russie, ouais, moi je la vois bien hein, dans le cadre de mon travail. J'imagine. Il y a pas mal de soucis. Je peux pas en parler, mais il y a pas mal de soucis. J'imagine bien. Mais comment tu ne peux pas en parler, nous n'allons pas en parler, du coup. Tout à fait. Et tu penses, t'avais des sujets aussi, Osborne, que tu voulais aborder, non, il me semble. j'ai des sujets. Alors je te cache pas que je les ai un peu oubliés là tout de suite. Bon bah, écoute, Je peux parler 30 secondes et je les retrouve. ça sera pour la prochaine fois, hein, sinon. Non, j'avais juste une petite blague puisque là il faut que je me passe une certification là ce week-end en speed là. Et puisque chaque année on s'engage sur plein de trucs, à Microsoft, les commitments, tout ça. J'étais engagé à faire à passer quelques certifications et là j'ai mon truc de fin d'année qui arrive et je me suis aperçu que c'était lundi. Alors à la base il me l'avait calé mardi dernier alors que je revenais pile de vacances. J'ai fait oula attends, fallait que je résume toute mon année, tout ça, ce qui est bien, pas bien, blablabla. Et du coup je lui ai fait écoute ça fait un peu short. Mon manager, il n'est pas en France, donc il n'a pas notion des jours fériés, si je puis dire. Il a eu la bonne idée de me caler ça le jeudi. Alors moi, j'ai pas réalisé tout de suite. Donc le mercredi, je lui fais, il y a tout le monde qui fait ouais, machin. Du coup, je lui dis, écoute, c'est férié. Donc à moins que tu veuilles m'obliger à travailler, je trouverais ça moche de la part d'un manager, tu vois. Donc Non mais ils connaissent pas les jours fériés là-bas, si. si ça dépend où il est dans. Si on est un peu dans tous les pays hein, quand même. Ah, je sais bien, je disais ça pour rire. Et pour finir, donc du coup, il me décale ça à vendredi. En mode, bon, je me suis arrangé, c'est bon, je te l'ai mis vendredi. Alors, ce qu'il a pas fait gaffe, c'est que du coup, j'avais posé mon pont il y a pas mal de temps. Donc du coup, me voilà avec mon truc calé le lundi. Donc il est bien dégoûté, puisque c'est l'avant-dernier jour. Après, lui, il a tous ses rapports à faire, blablabla. Et là, j'étais en train de regarder tous les trucs sur lesquels je m'étais engagé cette année, et je vois qu'effectivement, j'avais des certifications à passer. Donc là, je suis en mode passage de révision de certif, et je m'en suis calé une demain soir à 3h du matin, et l'autre dimanche soir à 4h du mat. Mais dis-moi, tu ne sors pas de 2 semaines de vacances par hasard? Je sors d'un mois de vacances. Ouais, d'un mois de vacances même. Ouais, mais j'avais complètement zappé moi en vacances. C'est quoi comme certif, juste pour info? Alors, j'ai la partie. Alors, j'ai la partie la Z. Attends que je confonde pas. J'ai la partie sécu, la partie sécurité et la partie Azure Virtual Desktop. Ah, les. Oui. Attends, Je vois les heures desktop. Hein. Les trucs un peu chers. Ouais, donc l'Azure Virtual Desktop, c'est la Z140. Donc là, j'étais en train de me bosser ça vite fait. Et puisque. Et à propos des Azure Desktop, ils n'ont pas sorti récemment un truc pour les devs? Je crois que si. Ah, je ne sais pas du tout. C'est un PC de dev en fait, avec une infra reproductible. Alors ça, par contre, t'as les... comment ça s'appelle? C'est l'Azure Lab, en fait. DevBox Workstation. Ah bah, je connais pas. Attends, faut que je trouve ça. En plus, là, il y a eu la build, là, ces 2 derniers jours, là. Il y a eu pas mal d'annonces. Alors, c'était plus orienté, normalement, Power BI, tout ça, mais là, s'il y a des choses qui sont sorties, j'avoue que je ne les ai point vues. C'est sorti, j'ai un article qui date du 24 mai, donc c'est récent. Ah, ouais, effectivement, j'étais déconnecté depuis un mois, là, je reviens dans la course, là. AK.ms, DevBox, sign up. Ah tiens, ça fait penser, il faudrait que je supprime mon AKMS. Donc tout ça pour dire, s'il y avait des gens qui voulaient se passer la certification Azure Virtual Desktop, je suis à full disposition pour répondre à toutes les questions là. Si vous avez des dossiers dessus, je suis bouillant pour donner des coups de main. Je connais absolument toutes les commandelettes, c'est abusé, j'en ai plein la tête. Bon, au moins, c'est une proposition que nous avons transmise. Peut-être qu'il y aura des preneurs.
On sait jamais si quelqu'un veut se passer une petite certif. Ou du moins, à partir de lundi, je serai relativement dispo, entre guillemets, si quelqu'un veut être coaché sur le passage de l'une de ces certifs, vu que j'en sortirai. Il faudrait que je les ai quand même pour coacher, ce serait mieux. Ça aide, c'est mieux. Mais bon, on verra ça. Moi, je suis plutôt dans une démarche un petit peu d'apprentissage de l'Unreal Engine 5. Ah oui, complètement différent, ouais. Ah, complètement différent, parce que j'ai fait ma première Game Jam il y a 2 semaines. Ouais. Où on a réalisé un petit jeu pas exceptionnel, mais voilà, un petit jeu quoi, en 3 jours, hein, donc c'était pas... Mais pour l'instant je vous les ai pas partagés parce que on veut juste finir de corriger 2-3 petits trucs, mais je le partagerai. Et la question c'est, est-ce que t'as fait un truc hyper joli? Bah ça va, c'est pas trop moche. On avait dans notre équipe 2 graphistes, une artiste plutôt orientée 3D et un artiste plutôt orienté 2D et animation même de modèle 3D. Donc ça, on n'a pas fait un truc de dingue non plus, mais c'est correct franchement, c'est largement aussi bien que ce que j'espérais, et puis c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, le modèle de licensing d'Unreal, c'est toujours le même? En mode, il te le file gratos jusqu'à ce que ton jeu il dépote sa maman et que... Exactement, ouais, je crois que c'est au-dessus du 1 million de chiffre d'affaires. C'est trop bien quand même leur système. Ouais. Et ils sont en train de tuer tout le monde, d'autant plus que le moteur est vraiment vraiment bien foutu, que tu peux assez facilement faire des choses même quand tu pars de zéro. Enfin, après... Ça nous a bien aidé d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui connaît très bien le moteur et qui a fait des cours, qui donnait des cours dans une école sur le moteur Unreal. Maintenant, on rentre assez facilement dessus, je trouve. Par contre, on a testé 2 choses parce qu'il y a 2 façons de créer dessus. C'est soit faire du C++. Soit faire ce qu'ils appellent du blueprint, qui est une espèce pour caricaturer de Scratch. Donc, Scratch, c'est le truc de dev pour enfants? Ouais, c'est ça, avec des blocs. C'est un peu le même principe, sauf que, évidemment, en fait, tu fais précisément la même chose en blueprint que tu pourrais le faire en C#. Enfin, tu as exactement accès aux mêmes fonctions. Par contre, la seule différence, c'est que en C, c'est du C++, ça c'est pas du C#. Hein, donc, autant te dire que on a essayé pendant 2 heures. Quand il a vu qu'on était dans notre équipe, on était 4 devs, dont un qui connaissait et les 3 autres qui ne connaissaient pas du tout, dont moi. Bah, on a vite abandonné le C#, le C++, parce que punaise, même en ayant fait du C++, mais il y a très 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 longtemps. C'est trop la galère. Ça va 1000 fois plus vite de le faire en blueprint et c'est beaucoup plus simple. Et en plus, je pense qu'il y a du C++ évolué avec toutes les dernières features qui sont sorties récemment. Absolument pas du tout. C'est vraiment du C++ de base. Donc, où tu fais tout à la main. L'IDE, il y en a pas. Ça s'appuie sur Visual. Alors attends, je confonds toujours. Il y a Visual Studio et c'est comment l'autre de Microsoft? VS Code. Ouais, mais voilà, c'est pas VS Code, c'est Visual Studio. Qui ergonomiquement est à des années-lumière de VS Code. Hein. VS Code, c'est vachement plus agréable. C'est une question d'habitude. je passe 7 heures par jour sur Visual Studio. C'est une question d'habitude. D'accord, ok. Bah en tout cas, je préfère VS Code. Il n'y a pas photo. Mais ouais, non, c'est barbare. Je veux dire, le C#, j'en ai quasiment jamais fait, mais de ce que j'en sais, c'est assez proche du Java. T'es pas obligé de faire, en tout cas, t'es pas à définir ton header où tu dois pas oublier la moitié, et, sinon t'as rien qui compile, etc. C'est quand même vachement plus. Smooth. Ouais, voilà. Donc, non, c'est. S'il y a des gens qui veulent s'y mettre, en tout cas, je vous conseille d'éviter de faire de commencer Unreal en faisant directement du C++. Faites-le déjà avec du blueprint. Et si vraiment vous avez des limitations, sachant que tout ce que tu fais en blueprint, tu peux le faire en visuel, en C et inversement. Et surtout, tu peux passer de l'un à l'autre dans le sens où tu peux interfacer des morceaux de code faits dans un avec des morceaux de code faits dans l'autre.
vous fatiguez pas, commencez comme ça, et si vous avez des limitations, vous vous attaquerez sur les autres possibilités, quoi. Non, c'est bien foutu. En plus, tout ce qu'ils fournissent, hein, pour l'instant, moi, j'ai pas testé encore tous les mois. Ils font comme sur l'Epic Game Store, c'est-à-dire ils t'offrent du contenu et ils offrent plein de choses, des matériaux, des modules pour faire des choses en plus. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un module, je crois que c'est alors, j'allais dire c'est Cortana, mais non, c'est pas Cortana, mais en tout cas c'est basé sur Azure pour faire du text-to-speech qui est intégré directement dans Unreal. Azuria. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Une question complètement existentielle, il y a des gens qui utilisent Cortana. Je l'ai utilisé fut un temps. Non, mais utiliser, pas tester. Tu viens de Testé. redire le nom et je me suis dit, oh putain, je l'avais complètement zappé. Mais sur les dernières builds Windows 11, il me semble qu'il y ait plus par défaut. T'es sûr? Ouais, c'est Ah, vrai qu'il est et pas tu- installé, tu vas me dire, chez moi. Alors, il est installé, mais je pense qu'en fait, tu peux toujours l'appeler en PowerShell, il faut le savoir, parce que tu peux le faire parler, Oui. pour le fun. Autant le text-to-speech, je trouve que ça peut avoir de l'utilité, autant dans l'autre sens, ça a de l'utilité, je dis pas, mais en fait on en arrive vite à hésiter de l'utiliser pour tout un tas de raisons, déjà des problèmes d'incompréhension, même si ça s'améliore très fortement de plus en plus, hein, c'est quand même assez impressionnant ce que ça fait, hein, mais ouais, c'est vrai que je sais pas. Je vois que, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins, il n'y a pas tant que ça d'applications qui se développent sur de la reconnaissance de texte, enfin, qui utilisent la reconnaissance. Sur PC, je pense pas que le marché est prêt pour ça. Mais même sur mobile, hein, Si, détrompe-toi. Les personnes d'un certain âge, les personnes, par exemple les commerciaux par exemple, en Oui. voiture, fais-moi une réunion dans 2 heures, ou appelle-moi telle personne, ou envoie-moi un SMS, parce qu'ils passent leur temps en voiture. Oui, ça je suis d'accord. En voiture, ça a une vraie utilité, je suis d'accord. Bah, dès que t'as pas les mains libres ou que tu ne peux pas pour X raison taper, effectivement, ça a une utilité. Mais bon, Cortana est loin derrière. Ouais, j'ai pas testé. Par contre, là où ça cartonne toujours autant et je devrais pas tarder à avoir mon invite, c'est l'IA pour le dev là, comment elle s'appelle le truc. Je vois laquelle. Hmm Je vois laquelle, mais je vois pas le nom aussi. Ouais, le truc que vous avez. Tu veux dire GitHub Assistant? Ouais, mais ça s'appelle pas comme ça, mais enfin, en tout cas, j'ai pas ce nom là moi, mais oui, c'est ça, ouais. Copilote. Copilote, oui. Bah ça visiblement tous ceux qui l'ont testé, j'ai encore vu des gens en parler sur Twitter récemment, ils disent tous c'est bluffant et ça fait gagner un temps précieux. À savoir que dans Visual Studio, Microsoft commence à intégrer l'IA. Donc en gros, moi j'ai une certaine méthode de travail. Et à force, je commence 2-3 lettres, il sait me proposer de dire automatiquement des choses. Oui, bah c'est ça l'idée, ouais. Ah, mais tu l'utilises le chat? T'as reçu ton invite pour faire du copilote? T'as été pistonné par Osborne ou quoi? Bah j'ai bien essayé, mais il m'a dit écoute, je peux pas te pistonner de toute façon. Je t'ai même mis en relation avec le Black Belt. Oui, mais il a répondu que en gros c'était invite et c'est tout quoi. Mais de ce que j'ai cru comprendre, tout le monde reçoit l'autorisation à l'invite en gros, mais en moyenne c'est 3 mois à peu près avant de la recevoir. On assiste ici même pour le bot Discord. Eh ben. Ouais, par contre le bot Discord pour l'instant je sais pas trop ce qu'il fait hein, d'ailleurs, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour savoir si tu peux nous décrire ce qu'il fait. Il te dit bonjour. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai regardé, il y a pas mal de frameworks. Bon, moi je regarde tout côté C#, hein. Mais ouais, il y a pas mal de trucs. La communauté Discord en termes de bots, elle est vraiment. Ah oui, bah moi j'ai déjà fait des bots Discord en Python et en Node.js, ça se fait bien, hein, c'est assez simple. Hein. Enfin,
pour faire des trucs de base, c'est assez simple. Après, quand tu veux commencer à apporter des fonctionnalités un peu plus élaborées, évidemment, bah, tu vas monter en complexité, mais ça se fait quoi. Ça aurait été bien que Microsoft apporte sa brique à ce niveau-là en termes de level dans Teams. Bah ouais. Mais bon, Ouais, c'est vrai que si on pouvait avoir un peu plus de bots sympathiques. Bon, après, ça se fait des bots hein, sur Teams, hein, mais. après il faut avoir le droit de le faire aussi. Une autre question. Voilà, le droit. Toi, t'as l'air d'être assez restreint de partout aussi. Si je vais faire un truc, globalement, bah faut que j'aille sur mon PC perso. Ouais, c'est déjà un privilège de t'avoir parmi nous qui t'ont lâché un petit peu. Non, je suis sur mon PC perso là, ça va. Mais oui, c'est sûr que y a certaines structures où c'est très restreint. Mais bon, chacun a ses caractéristiques. Chez chacun, il y a des besoins différents, donc c'est normal que tout le monde fonctionne pas de la même manière. Et tant mieux d'ailleurs. On m'a demandé encore il y a pas très longtemps des débutants qui s'étonnaient un petit peu que, bah, par exemple, pour faire alors je sais plus c'était quoi l'exemple, mais que pour bah, par exemple les langages de programmation, quand tu dis à quelqu'un qu'il existe, alors j'ai dit 500, je sais pas si je suis loin ou près de la réalité, mais pense qu'on doit pas être si loin que ça des 500 langages Plus. différents existants. T'en as tous les jours qui se créent en plus. Voilà, ouais. Et des gens qui s'étonnent de dire bah mais quel est l'intérêt quel est l'intérêt et pourquoi on en arrive à en avoir 500 est-ce que c'est pas un truc un peu d'ego? Il y a un peu de ça, c'est sûr. Il y a un peu ça. Il y a un peu de ça. Mais après, il y a aussi tout simplement de la recherche, de la L'usage. tentative de faire autrement. La tentative, l'usage. Ouais. Par exemple, Google à un moment donné avait un besoin d'avoir des trucs assez rapides, bah, ils ont développé Go. Donc Go, c'est vous avez le meilleur provider de DNS au monde qui est développé en Go, parce que c'est le plus rapide. Il y a Ouais. plein de trucs comme ça, mais dans tous les cas, dans le monde du dev, c'est pas le langage qui importe Non. en premier lieu, c'est la compréhension le global. C'est la façon de s'en servir. Non, la compréhension, la logique. Non mais je suis d'accord. La logique abstraite. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme je dis toujours, une fois que tu connais un langage, ou même idéalement deux, après tu passes facilement à d'autres langages, enfin relativement facilement. Bien sûr, Ça reste objet. voilà, tu seras peut-être pas expert dans X ou Y langage, mais c'est pas important en fait. C'est pas ça le plus important. Si vous voulez un autre sujet, j'en ai un autre. Vas-y, Qui est balance. complètement d'actualité. C'est la fermeture de Ebic. Ah bon? De quoi Il firme? Ouais, Ebic, du coup, c'était déjà fermé depuis un bout de temps pour les nouveaux utilisateurs. Alors, pour ceux qui savent pas, Ebic, c'était le cloud, le OneDrive / Google Drive de OVH. Et effectivement, en fait, moi, j'avais une offre, c'était 50 € à l'année pour 10 Tera. Ah, C'est pas oui. rentable. Donc, c'était quand même, alors effectivement, pas rentable pour eux, mais excessivement sympathique pour moi. Et donc, du coup, il y a, je crois que ça doit faire 1 an ou un truc comme ça, ils ont arrêté le service pour les nouveaux clients, parce qu'effectivement, pas rentable. Hein. Et par contre, ils gardaient la promesse, c'était de garder les clients historiques, si je puis dire. Donc, Ça concorde un peu avec la date où OVH a racheté, comment ça s'appelle le truc, Shadow. Shadow, absolument. Ouais. Ouais. C'est bien ça. Et donc, du coup, j'avais reçu un superbe mail de Shadow, puisque pour spécifier que sur la facture, ça allait changer, en fait, que Ebic passait de OVH à Shadow. Et donc, du coup, là, ils ont à peu près complètement annoncé le mode on va tout supprimer. En mode les couilles, voilà le lien si tu veux récupérer tes trucs. Et on n'a pas encore la date de quand ce sera supprimé, mais tu as un lien pour dire si tu veux que tes données soient supprimées tout de suite ou effectivement à la fermeture. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Le problème étant, c'est que j'ai l'intégralité de mon charmant NAS, donc on en discutait là tout à l'heure, Thomas, j'ai vu que toi aussi tu es sur une quantité de données de 8 Tera à peu près. Dont utilisé 1%. Oui, complètement, on est d'accord. Parce que j'ai tout enlevé en fait, il me sert plus à rien, je commence à tout décommissionner en ce moment. Ouais, moi pour le coup, j'ai quand même énormément de photos et c'est partagé avec énormément, ma famille, plein de potes, j'ai le chat, bref, j'ai plein de trucs qui me servent quand même relativement tous les jours. Mais qu'importe, c'est pas le sujet. Partons simplement sur le fait que j'ai 8 Tera de données et que OVH était quand même super sympathique pour synchroniser l'intégralité de mon NAS.
Parce que du coup, mon NAS, j'ai pris qu'un seul disque dur, je me suis pas fait chier à avoir de la tolérance aux pannes localement, puisque je synchronise absolument tout. Tout arrive sur OVH, de OVH, je synchronise tout sur une VM qui est dans Azure, et je backup ma VM dans Azure. Donc, de là, perdre une donnée, ça devenait compliqué. Mais effectivement, si mon petit OVH a pour vocation à se barrer, il faudrait que je trouve un autre truc pas cher, entre guillemets, pour pouvoir synchroniser tout ça de manière simple. Même si, j'allais dire, l'expérience web fournie par le provider cloud, comme OVH, était à chier l'interface, mais au moins je sais que tous mes fichiers étaient là, même si je pouvais pas les exploiter à travers l'interface d'OVH, comme on peut le faire à travers un OneDrive ou un Google Drive. Mais voilà, j'ai juste besoin d'un support de stockage pas cher. Le problème du support de stockage fiable, c'est que ça coûte cher. Alors que ça soit fiable, c'est pas bien grave en fait. Si je peux faire la réplique, bah tu peux faire du. Alors, je t'en parlerai en privé plutôt, pour l'idée que j'ai en tête. Mais sinon, après, t'as le stockage objet. Le stockage objet, ouais, je peux faire ça. Surtout que effectivement dans les outils de synchronisation de c'est CloudSync, c'est le logiciel de synchro du NAS, du Synology. Effectivement, on prend les espaces de stockage Azure. Donc, Ou d'ailleurs AWS, il me semble. N'importe, ça reste en fait, c'est la même techno, c'est la techno S3. Ouais, c'est ça. C'est génial ce truc-là en plus. Et après, j'ai vu effectivement qu'on pouvait faire du quoi d'ailleurs, je ne sais même plus. Attends, je vais retourner dans Discord si j'y arrive. On pouvait. Ah, Tomate, tu feras attention, tu es toujours en vocal sur le Discord. Pense à de raccrocher. Oh, c'est histoire que personne vienne t'écouter, on sait jamais. Voilà, je dis ça comme ça. Tac, tac, tac. C'est du WebDAV en fait. WebDAV, c'est assez old school quand même. Oui. Oui, alors c'est ça qui me fait un peu peur aussi. C'est le code. Bah, après, ça s'active rapidement sur un Windows, tu vois, et puis tu pourrais cliquer, mais bon. Oui. Voilà, en fait, t'as tout résumé. Mais du coup, si vous aviez une solution clé en main, pas chère, d'un provider potentiellement même méconnu, je suis preneur. Alors, le provider s'appelle Étienne Deneuve. Il a un NAS. Non. Je déconne. Vraiment, balancer tout sur un autre NAS et chiffrer les données, ça se fait. Bah oui, en fait, il suffit d'avoir un collègue à toi qui veut aussi acheter un NAS. Après, vous achetez mutuellement un disque dur chacun et vous faites une synchro croisée. Ouais. Ouais. Par contre, faut quand même avoir de la bande passante qui suit, hein, surtout pour la synchro initiale. Hein. Ouais, la synchro initiale peut faire mal, mais après, j'imagine peut-être que tu peux te faire un disque dur avec toutes tes données copiées localement et qu'après, potentiellement, il est suffisamment intelligent pour se dire c'est la même donnée à gauche et à droite. Alors, le suffisamment intelligent, j'ai un vague doute. Je sais. Mais c'est bien de tenter ça, oui. Non, mais en théorie, ça utilise du AirSync, donc normalement... Enfin, tout dépend. En tout cas, tu peux faire du AirSync. Et avec de la délimitation de vitesse. Oui. Oui, bon, donc c'est pas la limite. Pas de solution magique de remplaçant de bic en mode pas cher sous la main. Non. Malheureusement, non. Et pour avoir un peu vu pas mal d'articles sur le sujet, pas spécialement sur Ubique, tu trouves pas forcément des trucs à pas cher. Hein. Tu trouves, mais dès que tu as un peu de volumétrie, plusieurs terras, ça coûte vite un petit peu d'argent. Enfin, pas non plus des millions non plus, mais... Alors, juste un truc qui a rien à voir, mais quand même qui est super surprenant. Je sais pas si j'arrive à bien lire cette phrase qui est dans le chat de Flox938 qui dit « J'ai vu que VMware est racheté par Broadcom. » Ouais, ça m'étonne aussi un peu. Ce serait pas potentiellement l'inverse? Non, Broadcom, c'est gros. Hein. Ah ouais? Oui, c'est énorme. Ok. Broadcom, ils buy VMware pour 61 billions. Il y a 7 heures. Ok. Ah ouais, donc c'est tout frais, effectivement. Au top de Enfin, la un peu plus que 7 heures, mais la news que j'ai vue, c'est 7 heures. Après, je pense que c'est une offre de rachat, c'est pas... C'est pas acté. Est-ce que c'est entériné? Bonne question. Ah putain, impressionnant. Ok. Et je voyais pas Broadcom aussi gros comme tu... Je voyais pas ça plus gros qu'un VMware du moins. Ils font beaucoup de choses, nos copains Broadcom, des switches, du réseau, c'est important Ouais. à l'heure du numérique. Oui, non, certes, mais... c'était plus la Mais c'était relation pas des que millions, j'avais. c'était des milliards. Ça m'étonnait aussi. Les cartes Broadcom, c'est pas forcément les favorites, quoi, mais bon, après... Bon. Vive les cartes RDMA de, j'ai oublié le nom, RDMA, Network.
Non, mais elles sont bien, Attends, les, Microsoft utilise ça dans leur data center, j'ai oublié le nom. les Broadcom marchent Mellanox. bien. Hein. Mellanox. Voilà. De toute Sur une façon. carte. Bah ouais. De toute façon, rien ne vaut les bonnes vieilles techno que tout le monde a oublié ou presque. Tu parles du réseau cuivré? Non, plus vieux. Oui, non, mais je parle du réseau cuivré, les cartes, les câbles coaxiales. Ouais, bah oui, par exemple. Faut les mettre des bouchons pour fermer le réseau. C'est ça. Le token ring. Aussi, Putain, ça nous rajeunit pas le token ring. Ouais, c'était. Parce que nous, on a voulu lancer une partie de StarCraft premier du nom avec nos amis il y a pas longtemps. On a galéré. Hein. Ouais, mais parce que. C'est pas compatible. Faut le patcher. Oui, parce que ça utilise de l'IPX encore. C'est ça. Mais tu peux pas sur un Windows moderne, ça marche pas. Bah, t'as beaucoup de vieux jeux qui marchent pas sur des aspects. Par exemple, pour Call of Duty 2, pour donner un exemple, il faut que tu branches un micro. Un micro dans ton casque de prise micro. D'accord, ok, je savais Sinon, pas. le jeu ne se lance pas. D'accord. Mais bon, ouais. Là, je vois des systèmes old school. Ouais, non, mais attends, je regarde quand même. Broadcom, ouais, s'offre VMware pour 61 milliards. Mais ouais, c'est ce que Calimero disait, et je voulais pas dire de conneries. Dell se sépare de VMware, ça m'étonne aussi parce que ça appartenait à Dell, VMware. Ça Ouais. appartenait à Dell. Oui. Ouais, Ils avaient racheté EMC et puis ils avaient racheté VMware. Bah d'ailleurs, en fait, ils avaient racheté le 2 parce que en fait, à la base, EMC avait racheté VMware et VMware a racheté non, et Dell a racheté Dell EMC. Le jeu d'HS Enfin bref. Ouais, voilà. Tout le monde rachète tout le monde. Ouais. Mais que va racheter encore Microsoft? Ça fait longtemps qu'ils ont rien d'acheter. ouais. mais ça, c'est pour la défiscalisation, quoi. Mais, Ah, bah oui. Moi, ce que j'ai peur avec les rachats, c'est surtout que les lois américaines qui sont, je connais plus le nom exact. Antitrust. Ouais, c'est ça. Mais enfin, il faut pas en avoir peur. Hein. C'est plus une bonne chose hein, sur le principe. Oui, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est surtout ça. Bah. C'est une bonne chose en soi de le faire, mais une fois qu'imaginons l'État dit il faut couper votre société en telle part, faut vous séparer de ça, bah, il se passe quoi de cette part-là? Est-ce qu'elle est partie à l'abandon? Où va le support, le produit? Bah, en fait, en principe, maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est ils essaient de se prononcer avant que la vente ait lieu. C'est pour ça que, par exemple, le rachat de... Ubisoft? Ouais, c'est Ubisoft. Non, c'est pas Ubisoft, c'est Electronic Arts. Electronic Arts qu'ils ont racheté. Ah oui. Il va leur falloir, je sais plus, un an à peu près avant qu'il aboutisse parce qu'il faut le temps de tout valider, que l'autorité des marchés se prononce, que machin. Voilà, c'est pas immédiat quoi. Ouais. Il y a Calimero là qui claque je viens de regarder, les actions Dell ont été revendues à VMware en 2021. Du coup, VMware appartenait à VMware depuis 2021. D'accord. Et ben, c'est bon à savoir. Putain, Calimero au top de l'actualité quoi. Ça nous fait de belles jambes, tu vas me dire, mais non, mais en vrai, c'est important parce que beaucoup de gens, enfin, moi je l'utilise VMware, donc ça m'intéresse de savoir à qui ça appartient, même si ça changera pas forcément quelque chose. Broadcom, j'ai pas regardé, ça vient d'où, mais je pense que c'est, je me demande si c'est pas taïwanais ou chinois. Ah oui, ça aussi, là, on part de l'autre côté là. Bah ouais, je pense que c'est l'un des deux, mais ça serait intéressant de vérifier. Parce que ça peut avoir son ça peut avoir son importance en particulier dans le contexte actuel. Je vais tester un truc, je ne sais pas si ça va marcher. Suspense. Alors si je fais ça et que je fais ça, que je reviens là, que je reviens en mode studio, est-ce que ça change quelque chose? Non, vous avez pas vu de différence. Oups. Par contre. C'est basé à Singapour, du moins, Broadcom. Ouais, c'est Taïwan ça? Non, je sais jamais. Oh, Singapour, c'est Singapour. C'est hein. Malaisie, je crois.
C'est la ville-pays, quoi. Ah, c'est... Ouais, d'accord. C'est une ville-pays. Enfin, c'est un état... L'état-ville. État-nation. Ouais. Bah oui. Sélection des murs possédés par des environnements numériques. Ok, fort bien. Ouais. Bah, écoute, je sais pas si vous aviez d'autres petits sujets à traiter pour ce soir. Eh ben, un mini et puis dodo, quoi. Après, je vais retourner à l'assertif, c'est pour ça. À la certif. Retourner à mon dev. J'ai fait son truc. Qu'est-ce que tu donnes? Une boîte à outils pour mon pour le développement de mon équipe. Pour le développement 2, j'ai pas entendu. De l'équipe où je suis. D'accord. C'est comme ça, c'est facile de créer une application d'API. Il arrive, il lance le nouveau programme from scratch. En 5 minutes, ils ont une API. Par contre... Ah oui, ok. T'es en train de me dire ça ne fonctionne pas, mais je sais pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. Tu as reçu le lien? Oui, je te remercie. Voilà, donc ça c'est vraiment, il n'y a pas trop de documentation, c'est vraiment une conf de décoffrage qui est automatisée via GitHub Action. D'accord. En gros, à chaque fois qu'il y a le produit qui se met à jour, GitHub Action détecte qu'il y a Dependabot qui est de mise à jour. Et donc, si c'est une mineure en termes de mise à jour, il va automatiquement la valider et le poser sur mon serveur. Donc mes serveurs sont auto-gérés en termes de mise à jour. D'accord. Bien, ce que je voulais faire ne fonctionne pas pour l'instant. La technique n'est pas au point. Parce que j'ai une caméra qui ne veut pas fonctionner ce soir. Et du coup, j'ai tenté d'en utiliser une autre qui est un smartphone. Mais il m'insulte. Il me dit que la caméra est déjà connectée. C'est pas bien. Bon, bah, du coup, tant pis. Ah, tu voulais montrer ta chose? Ma chose, mais ici... Alors non, c'est pas ce que vous croyez, évidemment. On n'irait pas jusque là. On va quand même pas se striker. Mais ouais, c'est chelou. Il me dit qu'elle est déjà ouverte. Attends, ici je fais comme ça. Bon, alors ça sera moche, mais ça devrait fonctionner. Ah, tu nous follow? Ouais, je l'avais pas encore fait. Bien jusqu'à la fin pour voir la chose de Lemmings. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Bon, bah... je ne sais pas, la technique ne veut pas ce soir. Je vais tester une dernière tentative avec ça. Caméra du haut. Pourquoi tu utilises quoi comme application pour faire le live? Je voulais passer par Droidcam du coup puisque... Ah si, attendez, j'ai une technique. Ça va être pourri mais on va faire ça. C'est que je vais faire une capture depuis le navigateur de Droidcam. Ça va marcher. Mais parce que ma caméra, j'ai deux caméras Logitech, mais je pense qu'il y en a une des deux qui a dû être pris par un autre programme au démarrage et que j'ai pas vérifié avant de lancer le live. Donc maintenant, à part redémarrer OBS et vérifier qui consomme la deuxième, je peux plus rien faire. Donc alors ça va fonctionner. Mais ça va être pas beau. Alors déjà je vais me mettre voilà ici. Non, c'est pas bon. Navigateur, on va y arriver. Caméra droite, c'est pas ça. Écran gauche, ouais, ça peut être bien ça. Ouais, parfait. Je le crop juste. Non, bon, je l'affiche, je vais le cropper en live. Ah bah, ça tombe bien, il est derrière. Hop, bon, on va le passer devant. Voilà. Bon, alors, vous commencez à voir apparaître quelque chose normalement à l'écran. Je vais le mettre comme ça. Pour l'instant, juste le temps de pouvoir redimensionner mon bidule. Voilà. J'en ai. C'est pas aller sur Twitch, c'est pour ça. Vous êtes, ouais, bah, je voulais le partager directement là, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais, donc. Ok, je bascule sur Twitch. J'aurais pu, parce que maintenant je balance le via OBS le flux dans le chat, enfin pas dans le chat, dans le. Ouais, bref, je me confonds. C'est l'essentiel. Voilà. Bon, c'est pas très pratique, mais ça va le faire. Voilà. Tadam. Alors, attends. Il faut regarder où?
Sur Twitch parce que là ça va être compliqué à moins que si je pourrais peut-être le faire mais Et que nous montres-tu? Oh, ta machine de dev de tous les jours? c'est ça. Ouais, je sais pas, est-ce que vous connaissez? Oui. Alors attends, je voulais partager aussi là, comme ça vous l'avez directement, c'est plus simple. Mais jamais utilisé. Ah ouais, c'est une belle machine, très très belle machine. L'Amiga 500 de Commodore. Et c'est quoi? C'est pourquoi les touches elles sont desquelles? Ouais, non, c'est parce que il est ouvert en fait. Ok. Parce que en fait, je viens de tester et je viens de monter ça aujourd'hui. T'as mis OBS dedans. Non, mais on n'est pas si loin. T'as mis un Par contre, Raspberry dedans. Ouais, le focus. Ah voilà, Ah oui, j'ai déjà vu ça sur internet. On peut mettre c'est parce qu'en fait de base l'Amiga a une sortie qui ressemble à la sortie vidéo, elle ressemble à ça. Ok. Qui est quand même très particulier et en plus les signaux vidéo en plus sont très particuliers. Ils sont pas c'est des résolutions un peu particulières etc. Et donc là ils ont fait il y a des gens qui ont fait à base d'un montage avec un Raspberry Pi 0. En fait il faut démonter la puce graphique qui est là, la Denise elle s'appelle. Il faut démonter Denise et la remonter sur un support et le Raspberry fait l'intermédiaire et du coup ça me permet d'avoir maintenant une vidéo en sortie HDMI au lieu de l'avoir sur du Péritel. Et donc maintenant je vais même pouvoir streamer depuis mon Amiga, enfin streamer le contenu de l'Amiga. C'est cool ça. Et de l'autre côté, mais ça je l'avais depuis longtemps, j'ai un... Alors entre temps ils ont fait mieux, mais ça simule un lecteur de disquette. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il simule même le bruit du lecteur de disquette. Je sais pas si on... Ah non, on n'entendra pas le son évidemment, mais je suis un peu bête. Mais ouais, il simule le bruit, c'est-à-dire qu'il fait les petits... Ouais voilà, c'est ça, exactement, le bruit des têtes qui se déplacent. Ils ont mis un beeper qui fait le son et du coup c'est assez drôle. Aller jusqu'au bout du custom. Mais ouais, et donc du coup j'ai testé ça aujourd'hui, ça fonctionne bien et c'est plutôt cool. Maintenant je vais pouvoir là par exemple je peux vous mettre l'affichage de l'Amiga en faisant alors si je fais ça vidéo où est-ce qu'il est passé Amiga. Y'a pas des émulateurs d'Amiga? Oui, mais c'est une machine qui est très difficile à émuler pour tout un tas de raisons. Et en particulier pour une raison, c'est que elle est hop, attends 2 secondes, je fais 2 choses en même temps. Voilà, c'est que l'Amiga est, comme dit, utilise des modes vidéo assez particuliers et ils utilisent tout un tas de bidouilles en fait à l'époque pour réussir à faire des choses. Entre autres, par exemple, pour décompresser du contenu, des vidéos, ce que vous voulez. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils chargeaient tout dans la mémoire graphique. Parce que ça allait plus vite de faire traiter ça par la carte graphique, ce qui fait que des fois vous voyez des espèces de bandes qui défilent, et c'est parce qu'en fait il a chargé ça dans la mémoire graphique, il fait traiter ça par la carte graphique et après il récupère le résultat plutôt que de le faire traiter par le processeur qui était quand même un Motorola 6800 à je sais plus 4 ou 8 MHz, enfin un truc vraiment pas très puissant. Mais malgré tout, la machine, c'est incroyablement véloce par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'une machine qui a, déjà, elle a 30 ans, ou 25 sûrs. C'est une machine qui a quand même 25 ans et qui derrière est quand même capable de faire tourner des interfaces graphiques de manière assez correcte et du multitâche. Donc, c'était le premier système d'exploitation multitâche Amiga OS. Faut savoir qu'à l'époque, Windows 3.1 était même pas sorti et quand Windows 3.1 est sorti, il était pas multitâche. Donc. Et là, c'est l'Amiga que tu streams là sur. Ouais, mais alors là, il attend une disquette et j'ai l'impression que mon lecteur de disquette virtuelle, quand je l'ai déplacé avant, je dois avoir mon câble qui doit pas être bien branché parce que du coup, ça ne charge pas. La nappe IDE. La nappe IDE, exact. La fameuse.
Ouais. Mais en plus là, j'ai un Amiga 500, un Amiga 600 et un Amiga 1200, j'ai les trois. Mais pour l'instant, il y a que sur le... Je l'ai fait que sur le 500. Sur le 1200, on peut pas parce qu'ils arrivent pas encore à convertir l'image. C'est trop compliqué encore pour un Raspberry. Il n'y a pas cette puissance. Ah, c'est en termes de puissance, vraiment? Ouais, c'est ce qu'ils disent les gars qui ont développé ça. Ils disent que le Raspberry Pi 0, il suit pas pour faire l'acquisition de la vidéo. Il faudrait mettre un Raspberry Pi un peu plus élevé. Bah ouais, parce que le Pi 0, je n'ai pas en tête les caractéristiques, mais c'est pas très rapide, si. Non, c'est pas fait vraiment pour les usages assez élevés. Ouais, et puis et le 600, pour l'instant j'ai plus d'affichage dessus, il faut que je regarde à ce qui lui arrive, mais bon, c'est quand même dit, c'est des machines qui ont quand même plus de 20 ans, donc c'est pas trop étonnant non plus. Mais ouais, j'arrive plus à démarrer, dommage. Bon bah tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas ouais, j'ai fait ça aujourd'hui. Voilà. Mais c'est une machine que j'aime beaucoup, donc j'espère que certains ça leur rappellera des souvenirs. J'ai pas eu l'occasion de tripoter. Je crois que mon premier ordi c'était un Pentium 133 MHz. Ah oui. Toi t'as commencé au Pentium, moi j'ai commencé encore en dessous, le 486. Ouais, même le 386 d'ailleurs, c'était mon premier. J'avais un 386 DX33 de mémoire. Je dois même avoir la facture encore, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Alors, je crois que j'avais une bonne bouse avant, mais je sais pas. Ah, mais je crois que je crois que j'ai trouvé ce qui cloche. C'est que j'avais la carte SD que j'avais mis dans le truc pour simuler le lecteur de disquette qui était plus enfoncé. Tout simplement. Et bah non, c'est pas ça. Bon, bref. Bah ouais, en tout cas, voilà. Et puis bah voilà. Bon, pour moi, c'était à peu près tout. D'ailleurs, attends, qu'est-ce qui... Il y a des choses qui se disent du côté du chat, au fait? Non, pas plus. Ok. Bah alors je sais pas de quoi on parlera la prochaine fois et si on se retrouve jeudi prochain, mais j'imagine que c'est ce qui est prévu. Bon, on trouvera bien des sujets. Oui, j'en doute pas. Là, c'est avec le jour férié et tout, c'était un peu particulier ce soir. Mais la dernière émission était chouette, la suivante le sera tout autant, j'imagine. Et puis voilà. Ouais, on se replanifie ça, on peut se trouver des petits sujets à la cool. Moi, je pourrais vous faire un petit débrief de l'assertif si vous voulez. Ah bah oui, tant qu'à faire, oui. Et puis après on peut, je sais pas, on pourra peut-être illustrer, montrer un petit peu c'est quoi un Azure Active Directory, j'allais dire en partage d'écran quoi. Ouais. Ça prête pas mal. Et s'il y a s'il y en a qui veulent nous rejoindre quelques minutes sur le Discord là pour débriefer et proposer des sujets pour la prochaine fois, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah écoute, moi ce que je peux proposer la prochaine fois c'est peut-être faire un petit topo sur peut-être montrer vite fait les GPO, illustrer ce qu'on a montré, illustrer l'Azure Active Directory, l'Azure Active Directory Domain Service, et puis pourquoi pas Intune. Et pourquoi pas avec Keycloak. Oui, je prévois des schémas. Parce que... Bon après, à l'oral, ça peut être une autre fois, ça peut ne pas être la prochaine. Hein. Parce qu'à l'oral, si on ne pas juste à l'oral, je perds tout le monde, c'est sûr. Non, t'as raison, il faut qu'on visualise quoi. Parce que par exemple, toi, juste sur un flow standard, il y a au moins 8 échanges. Il y a 8 échanges. Ouais, t'as 8 allers-retours. Ouais, bah oui. Front, back, tout ça quoi. J'imagine qu'il doit y exister déjà des schémas. Oui, il y en a, oui. J'ai pas pensé à ça. Ok. Bah pourquoi pas, en tout cas ça nous fait plein de possibilités pour le prochain live. Et puis si vous avez d'autres demandes, suggestions, questions, avis, critiques ou autres... Nous sommes à disposition, n'hésitez pas. C'est ça. Et plutôt que critiquer, venez au prochain live vous exprimer avec grand plaisir. Les gens ils critiquent pas. Pourquoi ils critiqueraient? Parce qu'ils sont français. Ah oui, effectivement. Effectivement.
Bon, en tout cas, on peut se souhaiter une excellente soirée. C'est ça. À très bientôt pour de nouvelles aventures toujours plus passionnantes au cœur de l'actualité informatique. C'est clair. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao, À ciao. tous. Ciao. Ciao, ciao.